Добрый день, дорогие друзья. Bonjour à toutes Chers et à amis, tous. bonjour. Я рад приветствовать наших гостей Je на suis ravie de vous souhaiter les bienvenus, nos organisateurs. Nous nous retrouvons sur la plateforme de notre centre, du Centre de Russie pour la science et la culture à Paris. Comme d'habitude, j'aimerais vous rappeler qu'il y a une interprétation simultanée. C'est surtout pour nos écouteurs francophones. Pour cette réunion, pour cet entretien, la traduction simultanée, interprétation simultanée, pour en bénéficier, il vous suffit juste de choisir un des chaînes qui est sous le petit globe que vous avez devant vous, en bas et à droite de l'écran. Donc, profitez-en bien et donc suivez-nous avec confort. Ну, а сейчас я перехожу на Donc русский. maintenant, j'aimerais passer au russe. Et donc, j'aimerais commencer par vous dire que je suis très heureux qu'on a pu continuer ce cycle de rencontres en ligne, de ces conférences qui concernent l'Arctique. À la fin de l'année dernière, au mois de décembre, nous avons organisé 2 rencontres de ce type sur ce sujet. Et me semble que ce sujet, le futur de l'Arctique, les efforts conjoints pour sauvegarder les écosystèmes arctiques, et tous ces intervenants, les scientifiques, les chercheurs, les gens très enthousiastes, Sergei et Nikita Zimov, continuent à attirer l'attention à ce sujet. Et donc aujourd'hui, on refait la conférence que nous avons déjà organisée l'année dernière. La vie continue et donc cette conférence comprendra tous les changements qui ont eu lieu entre-temps. Un autre point important, c'est qu'on s'adresse aux jeunes, aux écoliers, à tous ceux à qui on transmettra le futur de l'Arctique. Et bien sûr qu'on veut que ce futur soit le plus radieux, le plus optimiste pour nos futures générations. Il est important que notre conférence se tient lors de l'année de croisée de coopération des régions entre la France et la Russie. C'est encore un pont entre les régions françaises et russes. Aujourd'hui, on parlera de Yakoutie. Nous avons évoqué avec Nikita Zimov le fait que les Alpes françaises pourront être inclus dans ce projet. Donc, on peut considérer que cette conférence nous intéresse aussi du point de vue du renforcement des liens des relations entre nos 2 pays. Donc, avant de donner la parole à notre intervenant du jour, j'aimerais dire quelques mots pour l'introduire. Et en général, j'aimerais expliquer un peu ce que c'est que ce projet. Donc, Sergei Afanassievitch et Nikita Zimov, ce sont des chercheurs russes très connus. Et eux-mêmes, indépendamment, ils réalisent un projet très intéressant et très ambitieux dont l'objectif est de rétablir la biodiversité des écosystèmes arctiques. Et ils essayent d'influencer, d'avoir un impact sur le changement du climat et ils veulent freiner le dégel du pergélisol qui occupe plus de 60% du territoire russe. Depuis le XVIIe siècle, en Russie, on étudie le sol gelé et les objectifs sont très pratiques. En fait, il est nécessaire de comprendre quelles sont les possibilités d'utilisation de ces terres et de l'activité économique de ces terres. En plus, c'est en Russie que le pergélisol est très urbanisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des villes entières sur ce pergélisol, des bâtiments à plusieurs étages, une infrastructure très développée. Sergei Zimov étudie le pergélisol depuis les années 80. À l'époque, il s'est installé à Yakoutie, dans une dans une commune urbaine qui s'appelle Tchersky, sur la côte de l'océan Arctique. Et depuis, il a mesuré la fonte saisonnière et le dégel du sol. Il a étudié l'écosystème de la région. Il a publié les résultats de ses recherches. Ses articles ont été publiés dans les principaux magazines scientifiques du monde. Je peux citer Science ou Nature, par exemple. C'est un des chercheurs les plus cités au monde dans le domaine des sciences de la Terre selon le classement Thomson Reuters. C'était déjà dans les années 80 qu'il a commencé à travailler sur son idée qui concerne le changement des systèmes
arctique et la reconstitution des paysages qui existaient à l'époque de la dernière glaciation. Et son fils, Nikita, notre invité du jour, a repris aujourd'hui la gestion du parc de Pléistocène et ensemble, ils font l'impossible. L'impossible, c'est de réaliser cette idée qui consiste à arrêter ou au moins atténuer le dégel du pergélisol et d'avoir un impact sur le changement du climat global. Et donc, c'est très important pour le monde d'aujourd'hui. Nikita Sergeyevich, comment allons-nous procéder? Le partenaire de ce projet qui travaille avec nous, c'est la fabuleuse association Globus. Sa présidente est en ligne avec nous, Daria Loyola. Est-ce qu'on peut lui donner la parole? Oui, Daria, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette possibilité et j'aimerais surtout remercier le Centre de Russie et la famille Zimov pour cette magnifique présentation que nous pouvons revoir à nouveau. L'association Globus que je représente est ravie d'être partenaire de ce projet. Nous allons continuer à travailler sur la vulgarisation scientifique au sujet de l'Arctique. Et le projet du parc de Pléistocène est très important à ceci. Je conseille à tous les participants de la découverte intéressante. Là, j'ai écouté la présentation de Konstantin Mihailovic et je sens que je fais partie de quelque chose de très grand, d'un projet très important pour nous tous. Donc, je vous souhaite à tous d'avoir une conférence très intéressante. Merci beaucoup, Daria. J'espère que ce n'est pas notre dernier projet. Nikita, c'est à vous. Je vous passe la parole. Notre invité, Nikita Zimov. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. On va lancer la présentation. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Да, видно. Je vais commencer par une petite introduction afin que vous compreniez bien d'où je viens. Notre station de recherche scientifique où je vis, où je travaille, se trouve dans le nord-est sibérien, au-dessus du cercle polaire, sur la Kolyma, pas loin de la côte arctique. La station a été fondée en 1980, elle s'est développée et aujourd'hui c'est une des stations arctiques les plus importantes au monde, une station de recherche. Et donc, nous travaillons toute l'année. Les principales études que nous faisons, c'est l'écologie, le changement climatique. On étudie l'hydrologie et les sols. La station est active toute l'année, donc on mène de recherche l'hiver comme l'été. Et tous les ans, on reçoit environ des dizaines, ou voire plus de 100 scientifiques des États-Unis, de l'Europe, de l'Allemagne, souvent des chercheurs qui viennent de la France aussi. Je vais vous montrer juste quelques diapos pour que vous puissiez imaginer ce que c'est que notre station, ce que nous faisons. La Kolyma, le fleuve Kolyma est assez grande. La toundra se trouve très près, à quelques dizaines de kilomètres au nord. C'est la toundra. Donc là, vous pouvez voir nos laboratoires. On mène aussi des recherches hydrologiques. Donc les gens communiquent beaucoup, ils sont en contact très proche. Là, c'est un diapo que je montre très souvent lors des conférences. Les gens que les Russes, même quand ils ne font pas de la science, ils utilisent des chars. Le principal projet de notre station, c'est le parc de Pléistocène. L'idée a apparu dans les années 80. C'était mon père qui a eu cette idée et ce projet s'est depuis développé. Donc, je vais vous parler de l'histoire. Il y a 15 000 ans, encore, le principal écosystème sur Terre, c'était les steppes de mammouth, qui couvraient le territoire de la France moderne jusqu'aux îles de Novosibirsk et jusqu'à la Chine. Donc, c'était le biome principal sur Terre. Et malheureusement, aujourd'hui, les gens connaissent très peu à ce sujet, parce qu'à la fin de l'âge de glace, le climat est devenu moderne et ce biome a disparu. Et les chercheurs, jusqu'à très récemment, pensaient que c'était un désert polaire
Et aujourd'hui, à l'extrême nord, il fait très froid. Vous voyez qu'à l'époque, il faisait encore plus froid, donc il y avait très peu d'animaux. Mais en fait, on peut supposer plein de choses, mais les chercheurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils étudient. Et ils peuvent comprendre comment cet écosystème fonctionnait. Et si on peut le faire, il faut le faire. Qu'est-ce qu'on a comme moyen? Ici, la partie orange, c'est le territoire de Yakoutie, la région où je vis. Les sols de cet écosystème existent encore aujourd'hui. Aujourd'hui, le pergélisol, à la fin de Pléistocène, il y a 40 000 ans, il y a 15 000 ans, donc à l'époque, dans notre région, il y avait beaucoup de poussière et tous les ans, il y avait quelques millimètres de sol, de poussière qui était bloquée au sol. Et donc ça faisait partie des sols et en 40 000 ans, 40 mètres de sol en profondeur se sont formés. Ils ont gelé et aujourd'hui, ces sols représentent les écosystèmes des sols de mammouth qu'on peut voir aujourd'hui. Et en étudiant ces sédiments, ces sols, on peut dire beaucoup sur l'écosystème de l'époque. Donc la première chose que j'aimerais évoquer, c'est que dans ces sols, il y a beaucoup de matière organique, de carbone organique. Là, vous pouvez voir de près de petites racines d'herbes. Il y a 20 000 ans, 30 000 ans, ils ont percé ces sols et ils sont restés dans ces sols. Et vu qu'il s'agit des dizaines de mètres de sol, 40 mètres de sol, aujourd'hui, à Yakoutie, en plus, la superficie de Yakoutie représente 3 fois le territoire de la France et de l'Allemagne. Et donc, ces petites racines d'herbe dans ces sols, qu'en Yakoutie, est supérieure à toute la biomasse de terre. Donc, tous les arbustes pèsent moins que ces petites racines dans cette petite région de Russie. Un autre, c'est un carbone très fertile. Ce sont des sols très fertiles. Là, sur cette photo, vous pouvez voir, ça a été fait dans un endroit où c'était des mines, où on produit de l'or. Et vous pouvez voir qu'il y avait des fleurs sur ce sol. Donc, ces sols sont fertiles. Là, ces 15 000 dernières années, une partie de ces sols sont devenus les lacs thermokarstiques. Il y a beaucoup de lacs dans notre région. Il y a de nouveaux lacs qui se créent, ils migrent, ils bougent. Et sous ces sols, sous ces lacs, le pergélisol fond et les matières organiques, quand elles fondent, sont mangées par les microbes. Et donc, en hiver, qu'est-ce qui se passe? Les lacs sont recouverts de glace et les bulles de méthane montent à la surface et on peut les voir sous la glace. En hiver, regardez ce qu'on peut faire dans notre région. C'est très amusant, regardez. Voilà. J'ai passé une enfance très heureuse, je m'amusais de cette manière. Et donc, la première chose que j'aimerais évoquer, ce qu'il faudrait retenir, c'est que le pergélisol, c'est un réservoir le plus important de carbone organique. Ici, ce pergélisol fond, ce carbone organique se transforme en gaz à effet de serre, c'est le CO2 et le méthane. À part les racines qui se trouvent dans les sols, on peut trouver aussi beaucoup d'ossements d'animaux qui ont vécu dans ces régions. Et nous étudions dans notre travail les ossements, les restes de ces animaux et ont pu comprendre la population d'animaux. Là, vous pouvez voir une photo à 120 km de notre station, de Vanayar. Là, le fleuve dilue les ossements, les laves, et tous les ans, la côte recule de 3-4 mètres. Et donc, les sols sont nettoyés par l'eau.
Ensuite, les sols partent et c'est que les parties dures qui restent. Et la seule partie solide de ce système, c'était les ossements, les os. Donc, quand vous vous baladez sur la plage, vous pouvez trouver beaucoup de morceaux des ossements. Et là, c'est une collection qu'on a pu assembler en ne faisant que 3 kilomètres à pied sur la plage. Donc, c'est une collection que nous avons étudiée. Nous avons mené toute une série d'analyses. Je ne vais pas rentrer dans les détails. On a pu comprendre que pour kilomètre carré de cet écosystème, à Pergélisol, il y avait un mammouth, il y avait 5 bisons, 8 chevaux et 15 rennes. Un titre de comparaison, la même densité d'animaux existe aujourd'hui uniquement dans certains parcs naturels, par exemple en Afrique, la plaine de Serengeti. Donc, si vous imaginez que vous êtes un homme préhistorique, il fait beau, un jour ensoleillé, et vous vous rendez dans cette région, vous montez sur une colline, vous regardez autour de vous, et autour de vous, vous pourrez voir 2-3 000 d'animaux. Donc, c'était des troupeaux énormes. C'était un écosystème très important et ce n'était pas du tout un désert polaire comme pouvaient imaginer les scientifiques il y a quelques dizaines d'années. Donc, c'était un écosystème très divers. Il y avait des graminées, des herbes qui nourrissaient les animaux. Et quand je parle aujourd'hui de ces chiffres, les gens ne peuvent pas y croire. Comment est-il possible qu'aujourd'hui, on peut rouler pendant des dizaines de kilomètres en Arctique et ne voir aucun animal? Et à l'époque, il y avait autant d'animaux. Où peut-on trouver assez de nourriture pour tous ces animaux? Et en fait, il existe une explication assez simple. Aujourd'hui, en Arctique, c'est une région très sèche, très froide. La décomposition est très lente et même l'herbe qui se décompose, elle met des années pour le faire. Par exemple, un arbre qui brûle, ce tronc, il peut rester intact pendant une centaine d'années. Là où il fait chaud, la décomposition est plus rapide, là où il fait froid, elle est moins rapide. Donc, il y a des engrais, il y a de la matière minérale qui reste dans les sols et qui se transforme en arbre, en herbe. Et pendant des centaines d'années, ça reste sur place et il n'y a pas de nouvelles pousses. Et là où il y a beaucoup d'animaux dans ces écosystèmes, la décomposition est très rapide. En quelques heures, elle se retrouve dans le sol via les matières fécales des animaux. Et donc, là où il y a des animaux, le cycle biologique et la productivité est beaucoup plus importante que dans d'autres écosystèmes où il n'y a pas d'animaux. Une autre question qui nous intéresse ici, si par le passé, cet écosystème était si puissant, si riche, et il a su survivre des milliers, même des millions d'années, pourquoi elle a disparu il y a 15 000 ans? Qu'est-ce qui s'est passé? Il existait par le passé une théorie qui l'expliquait par le climat. Donc, il faisait très sec et ensuite, le climat est devenu plus chaud et plus humide et donc les animaux n'ont pas su survivre. Mais en fait, nous avons démontré que même dans le climat moderne, les animaux, pendant quelques milliers d'années, ont su survivre et le faisaient très bien dans l'Arctique. Mais en fait, il y a une dépendance, un lien entre la disparition des animaux et l'arrivée de l'homme dans cette région. Donc, à l'époque de Pléistocène, dans notre écosystème, dans le nord, l'homme n'était pas présent. C'était des plaines à perte de vue. Il y avait beaucoup d'animaux et ils étaient très dangereux. Il y avait des bisons qui pouvaient vous tuer. Il y avait des tigres, des loups qui sont contents de vous manger. Et si vous imaginez par exemple l'homme préhistorique, donc imaginez-le, comment est-il? Je pense que vous verrez avant tout un homme très grand, très musclé, habillé de fourrure, des peaux. Mais en fait, un homme préhistorique moyen, vous n'avez que 10 ans, c'était plutôt une fille. Donc les gens... L'homme, c'est une espèce qui grandit très lentement et notre descendance est sans défense pendant des années. On n'a pas de griffes, on n'a pas de dents. Et donc, pour survivre dans des conditions si rudes, il faut que la mortalité soit presque inexistante. On ne peut pas permettre que nos chasseurs meurent. Et dans le nord, dans l'extrême nord, l'homme ne pouvait pas survivre. Mais le climat a changé, est devenu plus chaud
Et il y avait de nouvelles technologies qui ont apparu et l'homme a quitté l'Europe de l'Est, il est venu ici, chez nous, à l'extrême nord, jusqu'au détroit de Bering, à l'Amérique du Nord, et ensuite il a migré vers l'Amérique du Sud. Il a mis environ 700 ans à le faire. Donc l'homme avançait de plus en plus et les conditions étaient de plus en plus terribles. Là, ici, vous pouvez voir les espèces d'animaux qui existaient en Europe et qui restent aujourd'hui après cette vague de migration de l'homme. Dans notre région, c'était pire encore. Il y avait des mammouths, il y avait des bisons, il y avait des chevaux, des rennes, il y avait des rhinocéros laineux, il y avait des cerfs, non, il n'y avait pas de tigres, il y avait des loups. Qu'est-ce qui reste? C'est que le renne et le loup. Tous les autres sont extincts. En Amérique latine, c'était pire, et en Amérique du Sud, il n'y a rien. Il y avait plus d'une cinquantaine d'espèces, ils sont tous mortes. Ils sont tous inexistantes. Donc l'homme, dans son travail, il n'est pas du tout raisonnable. Il a tué presque toute la nature sur son chemin. Donc, par conséquent, l'écosystème était détruit. Parce qu'un écosystème a besoin d'une décomposition rapide. Parce que les animaux, normalement, quand ils mangent l'herbe, il y a des arbustes, il y a des arbres. Donc l'écosystème, quelques temps après, disparaît. Et l'homme a su créer ses propres écosystèmes. Nous avons aujourd'hui des pâturages, le bétail, les chevaux, d'autres animaux, mais les écosystèmes sont beaucoup moins productifs que les écosystèmes sauvages, où la biodiversité est très importante, où toute la végétation est utilisée, tout est utile. Et aujourd'hui, il y a encore de quoi faire, il y a vraiment des leçons à tirer. J'aimerais mentionner qu'à l'époque de Pléistocène, tous les animaux sauvages sur Terre, leur biomasse était de 30% supérieure aux biomasses d'aujourd'hui, de la biomasse d'aujourd'hui. Ça veut dire que la biomasse de tous les hommes, de toutes les vaches, des porcs et d'autres animaux domestiques. Et donc, en maintenant cet écosystème, pour le faire, on brûle le pétrole, le gaz, le charbon, on extrait beaucoup de matières minérales des sols. Nous avons pollué notre terre et nous avons provoqué le réchauffement climatique. Et malgré tout cela, on n'arrive pas à maintenir la biomasse suffisante et le nombre suffisant d'animaux sauvages qu'on faisait à la nature par le passé. Donc là, on peut se poser la question sur l'efficacité de notre travail. Peut-être qu'on devrait regarder comment fait la nature sauvage et faire pareil, donc recopier ce qu'elle fait. Et donc là, je viens au parc de Pléistocène. Donc l'objectif de notre parc est de recréer cet écosystème. Et d'un côté, si on arrive à recréer la richesse naturelle de l'Arctique, ça serait très bien. Mais en outre, c'est un écosystème très utile du point de vue d'atténuation du réchauffement climatique. Et là, j'aimerais évoquer 4 facteurs qui permettent à ce système d'avoir un impact sur le réchauffement climatique. Donc, le premier facteur s'appelle l'effet albédo. Je crois que vous avez tous remarqué la chose suivante. Quand il fait chaud en été, si vous êtes en ville et vous touchez une surface claire, elle sera fraîche. Et si vous touchez une surface sombre, elle sera chaude. Plus la surface est claire, plus elle réfléchit la chaleur du soleil. Donc, la surface sombre réfléchit moins et donc elle est plus chaude. C'est pareil dans l'écosystème. Les steppes sont plus claires que les arbustes et les forêts. Donc là, vous pouvez voir les différents tons de vert. L'hiver, l'herbe est claire et l'été, l'herbe est claire et l'hiver, vous pouvez voir de la neige. Et la forêt est noire. Au mois d'avril, au mois de mai, tout est recouvert de neige, mais le soleil est très haut et les troncs foncés des arbres capturent la chaleur, donc ils chauffent beaucoup. Et les steppes sont recouverts de neige blanche, donc qui reflètent la chaleur. Et donc cette superficie est beaucoup plus fraîche, la température est moins élevée que dans les forêts.
Deuxièmement, j'ai parlé du pergélisol qu'on appelle permafrost ici. Donc ici, le problème, c'est que vu que le climat réchauffe aujourd'hui, ce permafrost n'est plus du tout pérenne, pas éternel. De plus en plus chaud d'année en année, et je pense que dans les 30 ans à venir, on sera témoin de fontes de glace un peu partout sur Terre. Et donc, toutes les matières organiques qui se trouvent dans le pergélisol se transformant en gaz à effet de serre. Et si nous pouvons aujourd'hui faire arrêter ce processus, il faut le faire. Et cette méthode existe aujourd'hui. La température de l'air, c'est froid, moins 8 degrés en moyenne par an. Moins 8 degrés, température moyenne. La température de pergélisol est moins 3 degrés Celsius. Donc, 5 degrés d'écart, 1 degré de plus. Et en été, le soleil peut pénétrer le sol et l'hiver, le froid ne peut pas geler le sol parce que le sol est recouvert de neige, par la neige. Et donc, il y a un manteau neigeux qui, comme une couverture, protège le sol du gel. Et donc, les animaux, sur les pâturages, quand ils mangent, quand ils marchent sous la neige, quand ils cherchent à manger, trouver à manger, ils piétinent la neige. Et donc, ils remplacent cette couverture épaisse par une petite couverture toute fine. Et donc, le sol gèle beaucoup plus. Et grâce à ça, le pergélisol devient plus froid et les animaux peuvent refroidir de 3 degrés le sol. Et donc, grâce à ça, on peut arrêter l'émission de tous ces gaz carboniques qui vont être émis en Russie et dans d'autres pays dans les prochaines années. Troisième facteur, un écosystème riche du point de vue des graminées et des herbes crée un système racinaire très puissant. Contrairement à la mousse, par exemple, les racines ont besoin d'eau. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'émission de CO2. CO2, c'est très important pour toute matière vivante. Grâce à la photosynthèse, les herbes créent des matières organiques dans les racines et ensuite, ce carbone est enterré très profondément dans les sols. Et donc, ainsi, le gaz carbonique est capté dans l'atmosphère. C'est un procédé très efficace et notre écosystème peut fixer environ 300 grammes de CO2 et c'est très important. Donc, partout dans le monde, on dit qu'il faut planter des arbres. Mais non, en Arctique, ça n'a pas de sens. Les arbres en Arctique sont petits, sont très faibles et ils ne peuvent pas fixer beaucoup de carbone. Et les sols qui sont froids peuvent capter 50 fois plus de carbone que les arbres. Dans le nord, il ne faut pas planter des arbres. Il faut recréer des steppes qui sont très riches. Et la dernière chose, dans les écosystèmes productifs, le sol est assez sec parce que les herbes sèchent le sol grâce à leur système racinaire et beaucoup moins de méthane est produit. Il n'y a pas plus de marécage. Les sols humides produisent beaucoup de méthane et c'est un gaz à effet de serre très puissant. Et donc là, j'ai fini avec la partie scientifique de notre projet. Et maintenant, je vais vous parler des choses plus pratiques. Je vous ai parlé des écosystèmes, comment ils fonctionnaient, à quel point de sa richesse et pourquoi il est important de la recréer. Et maintenant, je vais passer des diapos afin de vous montrer comment on recrée cet écosystème. Donc, si par le passé, l'homme a su détruire cet écosystème en arrivant sur ce territoire et en maintenant le nombre d'animaux au niveau très bas, et donc l'écosystème est devenu peu productif, on va faire l'inverse. On va augmenter le nombre d'animaux, on va augmenter la population et grâce au pâturage, on permettra aux herbes de mieux pousser et de rétablir un écosystème plus productif. Donc, en 1996, nous a octroyé un terrain très grand, pas très loin de notre station de recherche. Nous avons clôturé une partie de territoire et on a commencé à y amener des animaux. On a commencé par des animaux qu'on pouvait capturer dans la région. On a commencé par l'élan. Là, vous pouvez voir cette photo.
qui parle d'elle-même. Vous pouvez voir un élan qui nage dans le fleuve. On y arrive en bateau et là, il est déjà dans le bateau. On ne va pas vous montrer ce qui s'est passé entre deux. Si les animaux sont jeunes, il faut bien les nourrir. Ensuite, elles grandissent très vite. Ensuite, ils deviennent indépendants. Ils n'ont plus besoin de nous. Il y a eu un élan qui était très amical. Il venait voir les hommes. Ça lui plaisait bien. Ensuite, le cheval yakoute. C'est un animal semi-domestiqué que les locaux mangent. Donc, ils mangent leur viande. Et pas très loin de notre parc, il y a des troupeaux de ce cheval. Et donc, on peut s'y rendre et acheter ces animaux 2 jours sur les routes, plutôt en absence de route, et ils sont dans notre parc. Aujourd'hui, nous avons environ 30 chevaux. Ils ont déjà procréé, ils ont fait de la descendance et se sentent très bien. Donc, ils sont toujours dehors, l'hiver comme l'été. Leurs poils sont très épais. La troisième espèce, ce sont les rennes. C'est une espèce la plus facile à transporter. L'élevage de rennes est géré par les Tchouktches. C'est un peuple autochtone. Ils les vendent assez peu cher, mais les rennes résistent toujours. Ils ne veulent pas qu'on les amène chez nous, mais ensuite ils se sentent très bien en toute liberté dans notre parc. Voilà quelques images. Malheureusement, je vous énumérerai tous les animaux qu'on peut trouver dans notre région. Ensuite, pour en trouver d'autres, il faut organiser des expéditions assez lointaines et compliquées. Je vais vous montrer. Là, c'était en 2010. On s'est rendu à l'île Wrangel pour acheter des bœufs musqués, pour avoir accès aux bœufs musqués. Donc, c'était notre bateau, notre croisière océanique. Donc là, vous voyez notre allée. Nous avons mis 7 jours pour y aller parce qu'il nous a manqué 25 km. On s'est retrouvés capturés par des glaces. On a dû se frayer un chemin. On a dû dormir sur un glacier pendant 3 ou 4 jours. On a vu beaucoup de glaciers. Vous pouvez voir quelques belles images. On a vu aussi quelques animaux, l'ours polaire, les morses. Ils étaient très nombreux. Et sur l'île, on a mis 10 jours à capturer les bisons d'Europe, les bœufs musqués. Leur différence, c'est la suivante. Quand ils sentent le danger, ils ne fuient pas. Ils forment un cercle afin de protéger les tout petits. Donc, se tourne vers l'extérieur, le principal mâle court autour et il menace le danger potentiel. Et ça marche bien si on se défend des loups, parce que les loups ne peuvent pas attaquer. Mais quand on parle d'un homme moderne, armé, les bœufs musqués ne peuvent plus se défendre de cette manière. On peut tuer tout le troupeau quand ils sont dans cette position. Je pense qu'il y a une centaine d'années, les bœufs musqués ne peuplaient plus que le nord du Canada et de Groenland, parce que la population était extincte. Et aujourd'hui, ils vivent un peu partout en Arctique. S'il n'y a pas de braconnage, il n'y a pas de problème avec cette espèce. Et donc, nous avons capturé ces animaux, on les a endormis, ils dorment pendant 5 heures et l'île se trouve dans l'océan Arctique, il fait très froid, même au début de septembre, il fait du vent, il fait froid. Et donc, pour me réchauffer, je me collais au bœuf musqué avant qu'il se réveille. Donc voilà, une photo. Donc voilà des animaux qu'on a pu emmener chez nous. Regardez comme il est mignon. On les a mis dans les cages. On les a embarqués sur notre bateau. À la fin, il n'y avait pas de glacier, mais on s'est retrouvé dans une tempête. Et pendant 2 jours, il y avait des vagues. Tout le monde souffrait de mal de mer, les passagers comme l'équipage. Mais heureusement, tout le monde est retourné sain et sauf à la maison. Et on les a relâchés. Et quelques années plus tard, vous pouvez les voir, ils ont grandi. Une autre expédition très importante pour nous a lieu il y a 2 ans, 2019. C'était le transport des bisons.
Et donc, c'était notre première expédition réussie. On les a achetés sur une ferme magnifique, dans une ferme magnifique au Danemark. Il y avait 400 têtes. Et donc, l'éleveur nous les a vendus. Le prix était très accessible. C'était, regardez, ce camion bétaillère très moderne. Les animaux étaient dedans. À la frontière russe, on les a mis dans notre camion, beaucoup moins moderne, branché. Et ensuite, on a pris la route vers l'Est. Notre pays est immense et l'expédition a duré 35 jours. Donc, on a nourri les animaux, on a pris soin d'eux, on s'est occupé de leur santé. Donc on s'approchait de l'Est et bien sûr, vous savez, la qualité des routes en Russie est très mauvaise, laisse à désirer. Et des fois, on devait embarquer sur des bateaux, sur des barges. Et quand on se trouvait pas loin de l'océan Pacifique, on était en amont de la Colima. Ensuite, on a mis les bateaux sur une barge et on a fini le voyage ainsi. Là, vous pouvez voir les 2 derniers kilomètres jusqu'au parc. Début juillet, les animaux sont arrivés au parc. C'était la crue. Là, vous pouvez voir ici le lit majeur de la Colima. Tout le territoire était plein d'eau. Et donc, ensuite, les animaux ont été placés en quarantaine et ensuite, ils étaient relâchés en toute liberté dans le parc. Donc là, le dernier diapo. Nous avons beaucoup de projets qui concernent le transport d'animaux cette année. Cet printemps, on va emmener 12 chameaux et 40 chèvres. Et j'espère qu'on pourra aussi aller au Danemark et aussi d'amener des animaux de la France. Mais j'espère que je pourrai vous en parler plus en détail une fois le travail achevé. Et pour conclure, j'aimerais dire que tout ce que nous faisons, tout notre travail, et bien sûr, 10, 15 animaux, ce n'est pas beaucoup. Mais ça fait partie de la construction de cet écosystème qui sera le plus riche sur Terre, un écosystème le plus important sur Terre. L'Arctique est très grande et si on arrive à créer cet écosystème très riche, le Serengeti du Nord, comme on l'appelle. J'espère vraiment que dans le futur, cet écosystème pourra se développer, vivre en toute autonomie et avoir un impact positif sur le climat global. Parce que dans les 5 prochaines années, c'est le problème numéro 1 pour notre humanité. Il y a des conflits internationaux, des relations internationales. Tout ça sera évincé par les problèmes climatiques. Je pense que dans les 5 prochaines années à venir, c'est surtout le changement climatique qui va occuper nos pensées. Et si on arrive à inverser ce processus du réchauffement climatique, il faut le faire. Et ce que je fais, peut-être ce n'est pas toujours très efficace, productif, mais en tout cas, je me dirige dans la bonne direction. C'est un travail qui augmente les chances pour les futures générations, pour vous, pour nos enfants, de vivre sur une planète sur une planète qui sera meilleure. Parce que si on ne le fait pas, ça ne sera pas le cas. Voilà, merci. J'arrête la présentation. Первый вопрос. Было ли меня слышно? La première question, est-ce que vous m'avez bien entendu lors de la présentation? Отлично, все отлично. Parce que sinon, je serais très déçue si vous me disiez d'un coup à la fin de que vous n'avez rien entendu. Est-ce que vous avez bien entendu l'interprétation? Est-ce que vous avez tout compris? On a tout compris, on a... Да, хором. Да, все замечательно. Спасибо вам огромное. Заходи, не убегай. За интереснейшую презентацию. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant.
Хорошо, спасибо. Да, у нас были вопросы. D'accord, merci beaucoup. Oui, nous avons quelques questions. Кто на французском, кто на русском. Сейчас начнем с первого вопроса. Пишите, пожалуйста, в чат. Si nos spectateurs veulent aussi poser des questions, vous pouvez écrire dans le chat. Здравствуйте, господин Зимов. Откуда у вас Bonjour, monsieur Zimov. это осознание и это D'où насущная vient ce необходимость besoin действовать, d'agir чтобы спасти pour планету? sauver Большое вам la спасибо. planète? Merci beaucoup. Ну, не знаю, по наследству, так сказать, досталось. J'ai hérité ça de mon père, je crois. Понимаете, Vous voyez, вот когда вот вы сейчас подходите к возрасту, когда вам là, vous arrivez à l'âge будете вставать перед выбором, куда quand vous devriez choisir quoi faire comme étude ou travailler. Et c'est une question qui n'est pas évidente. Beaucoup de gens de votre âge et des gens beaucoup plus âgés que vous ne peuvent pas répondre à cette question. Quand dans la vie, vous faites quelque chose, vous commencez, peut-être que vous n'êtes pas très optimiste, enthousiaste au début, mais vous voyez que ce travail est créatif, il est utile pour vous et pour les autres. Vous voyez que ce travail vous rend heureux. Et si à la fin du jour, vous sentez une certaine satisfaction, cela veut dire que vous êtes sur la bonne voie. Je crois que ce que je fais, si on parle du plaisir, je ne peux pas vraiment que je le ressens très souvent. C'est une région très difficile, mon travail est assez risqué, beaucoup de stress, mais je ressens une grande satisfaction de ce que je fais. Donc le processus eux-mêmes peut-être ne donne pas beaucoup de plaisir, mais ce que je fais depuis une quinzaine d'années me motive beaucoup et j'aimerais continuer à faire ce que je fais. Bonjour Monsieur Zimov, avez-vous été invité à la COP21 de Paris? Pardon, je n'ai pas entendu la question. Bonjour Monsieur Zimov, avez-vous été invité à la COP21 de Paris? Нужен перевод. Вас пригласили на конференцию по климату в Париже 2015 года. 2015 года? Да, да, это у нас... Нет, мы не участвовали. Но non, nous n'avons pas participé à la COP à Paris, mais je suis sûre que c'est un travail très important. Il faut le continuer. Et je pense que ce qui a été inclus dans l'accord de Paris, s'il est vraiment réalisé, ce sera vraiment un succès. Et je souhaite beaucoup de réussite à tous les pays. Je les invite à faire partie de cet accord. Parce qu'en faire partie, c'est une chose, mais il faut surtout réaliser toutes ces promesses. Il y a une question sur le chat. Est-ce que vous travaillez sur la récréation des animaux extincts? Non, je ne le fais pas personnellement, mais je connais des gens qui le font et je leur souhaite beaucoup de réussite. Si, par exemple, quelqu'un ressuscite un mammouth et l'amène dans le parc, voilà Nikita, pour ton anniversaire, je te fais un cadeau, je serais très heureux. Parce qu'avec les mammouths peuvent rendre notre écosystème beaucoup plus productif, beaucoup plus agressif, donc il pourra répandre beaucoup plus vite et occuper de nouveaux territoires. Mais si ça n'arrive pas, je pense qu'on y arrivera quand même. On pourra créer un écosystème productif. Peut-être qu'il ne sera pas si efficace, mais bon, on n'y peut rien. Moi, de mon côté, je souhaite beaucoup de réussite aux gens qui travaillent sur le clonage d'animaux qui n'existent plus. Pour moi, il n'y a pas de problème éthique ici. Donc, il y a une question en français. On va passer la parole plutôt aux enfants. Bien fort. Quel est le meilleur argument pour vous contre les climato-sceptiques? Перевод, пожалуйста.
Что вы считаете наилучшим ответом тем, кто скептически относится к изменению климата? Ну, знаете, на самом деле людей, которые скептически относятся к изменению климата, с каждым годом становится прогрессивно все меньше и меньше. То есть это был очень насущный вопрос еще 10 лет назад. 10 лет назад в той же, допустим, у нас в стране, в России, 10 ans огромное encore, dans notre pays, il y avait beaucoup de climato-sceptiques, mais plus de 50% de personnes. Mais aujourd'hui, vous le savez vous-même, regardez par la fenêtre. Il ne faut pas être spécialiste dans le domaine du climat pour voir que le climat change. Je pense que même vous, dans votre vie, vous avez déjà remarqué des changements au niveau du climat. Et donc, vous savez, personne ne veut reconnaître qu'il n'avait pas raison. Parce que quand on voit que le climat change, ça veut dire que tu dois reconnaître que c'est un peu ta faute. Tu n'avais pas raison. Et la plupart des gens n'aiment pas l'avouer. Et donc, on n'est pas à y penser. Comme les autruches qui cachent leur tête dans le sable. On peut dire que c'est une approche qui n'est pas du tout constructive. Il faut avouer que ce problème existe. Il faut comprendre qui est fautif et donc on pourra savoir comment agir. Bonjour, Monsieur Zimov. Imaginez-vous un tourisme écologique pour compléter le travail des animaux. Также перевод, пожалуйста, кто у вас специалист в французском? Как понимаю, все, кроме меня. Никита, вам нужно перейти на русский канал, там переводчик старается. Да, я... Так, а где тут русский? Выберите, вот там глобус. Вот все вижу, да, все перешел. Карин, повторите, пожалуйста. Ну, дополнить, наверное, нет. Compléter, non, vraiment, personne ne voudra mâcher l'herbe. On ne peut pas trouver vraiment beaucoup de touristes. Mais du point de vue de l'aide financière à ces écosystèmes, par exemple, on pourrait acheter plus d'animaux. Donc, le tourisme pourrait y aider. Moi, j'aime bien le tourisme. On n'y travaille pas activement. On n'a pas encore eu de touristes chez nous dans le parc. On reçoit surtout des journalistes et des scientifiques. Mais dans le futur, quand ce système sera plus important, on aura plus d'animaux. Si les gens voudront s'y rendre, comme ils font aujourd'hui au Serengeti, je pense qu'on peut l'imaginer tout à fait. Bonjour, Monsieur Zimov. Comment pensez-vous améliorer le parc? Ой, вопрос, конечно, очень сложный. В смысле, даже он не... C'est une question très difficile. En fait, on peut y répondre pendant des heures. Il reste beaucoup à faire dans notre parc. Avant qu'il devienne un écosystème vraiment persistant, où il y ait beaucoup d'herbivores, de carnivores, avec des sols fertiles, avec des bonnes graminées et des herbes qu'il faut. Actuellement, ce que nous faisons, c'est de faire venir de nouveaux animaux, de semer de nouvelles graminées. On se débarrasse des plantes mortes. Des fois, on fertilise les sols et nous menons des recherches scientifiques afin de comprendre où il faut le faire d'une manière la plus efficace et quel est l'impact sur le climat et l'écosystème qu'on peut assurer aujourd'hui. Есть ли у вас поддержка коммерческого сектора? Ну, небольшое, последние года Donc, два. Concernant le soutien du secteur privé, depuis 2-3 ans, on organise la collecte des fonds, on lance des campagnes de crowdfunding et il y a
certaines structures internationales qui nous aident aujourd'hui. Le plus souvent, ce sont des personnes physiques, par exemple, qui ont appris l'existence de notre projet, ça leur paraît utile, important, et ils nous aident. Et ce travail est plus actif depuis 2-3 ans. Sinon, par le passé, c'était surtout les fonds qu'on gagnait avec le travail de notre station de recherche scientifique, en accueillant des chercheurs, des centaines de chercheurs qui travaillent chez nous. Donc, on gagnait ainsi notre travail, on gagnait notre argent et on le dépensait sur le parc. Mais depuis un an environ, on constate un intérêt de plus en plus actif envers notre parc en Russie et à l'étranger. Il y a beaucoup de gens qui nous soutiennent, qui soutiennent notre projet. Tous les mois, environ plus d'une centaine de personnes en France nous aident financièrement. Pour compléter cette question, une question de chat. Est-ce que l'État nous soutient, l'État russe ou l'État étranger? Il n'y a pas de subvention directe de la part de la Russie, mais l'État nous a donné gratuitement 140 km², et pas d'impôts, pratiquement rien. Et récemment, j'ai obtenu un statut de résident arctique qui est très avantageux. Mais peut-être qu'on pourrait prétendre des subventions d'État en Russie, mais on ne l'a jamais fait parce que ce n'est pas vraiment le faire, surtout les subventions d'État. Mais en général, l'État russe s'intéresse de plus en plus à notre projet et des personnes assez haut placées dans la Douma d'État, dans le gouvernement, s'intéressent, ils se rendent ici sur place, ils nous appellent, ils posent des questions, ils se renseignent et j'espère que prochainement, on pourra s'assurer de l'aide de l'État. Parce que, en tout cas, cet intérêt est assez bienveillant aujourd'hui, je peux le formuler ainsi. Pour vous, quitter ses études de droit pour le parc a été une évidence? Ой, во-первых, это было неправо, я учился. D'abord, ce n'était pas le droit, c'était la faculté des mathématiques et le choix était assez simple à faire. Cette faculté, c'était une pure coïncidence et il y avait 27 matières à étudier et c'était 26 matières de trop. Et donc, quand mon père, j'étais encore étudiant, il m'a invité à la station, il m'a dit à la fin de tes études, viens ici, retourne ici et pour continuer à travailler. Bien sûr, j'aime bien l'Arctique, j'aime bien le Nord, mais je ne voulais pas être informaticien parce que tous mes amis de la fac sont aujourd'hui informaticiens et leur vie est beaucoup moins riche que la mienne aujourd'hui. Здравствуйте, monsieur Zimov. Как дела? Спасибо, хорошо. Bonjour, comment allez-vous? Хорошо. Tout va bien, merci. Какими учеными вы работаете? Avec quels scientifiques coopérez-vous? Il y en a beaucoup, la liste est longue, beaucoup de scientifiques avec qui nous collaborons en Russie. Il y a beaucoup de chercheurs européens de d'Allemagne. Il y a un scientifique très important en France, climatologue, avec qui mon père a écrit quelques articles. Philippe, je ne sais pas comment on prononce son nom en français. Il y a beaucoup de chercheurs qui viennent des États-Unis, qui travaillent dans des instituts à l'Alaska, dans la partie centrale des États-Unis. Ils viennent ici visiter notre station. Il y a des chercheurs qui viennent tous les ans à notre station, qui étudient
Et même leurs recherches, au début, ils venaient quand ils étaient des jeunes doctorats, maintenant ils viennent en tant que scientifiques. Est-ce qu'on peut venir pour vous aider? Par exemple, passer quelques semaines? Oui, je crois que oui, mais il faut voir à quel point la personne est prête à faire. Par exemple, là, il faut qu'on restaure notre clôture, 20 km. La clôture a été mise en place en 2005-2006 et depuis, il y a eu de l'usure, il y a des trous. Et cette année, on aimerait bien la restaurer pour que les animaux ne puissent pas s'échapper. Et c'est un travail, c'est important. Donc, il faudra creuser pour planter des poteaux, mettre en place la clôture. Donc, si quelqu'un veut venir un été, qui peut se permettre à payer pour le voyage et vivre ici, on pourrait l'envisager. Mais les conditions de travail sont très compliquées. Il y a des moustiques. Le travail n'est pas très attirant. Donc, c'est vraiment pour les enthousiastes, les plus affirmés. Il y a une bonne question qui concerne les prédateurs. Est-ce que vous envisagez l'introduction de prédateurs? Si oui, quand? Oui, c'est quelque chose de très important, un facteur très important pour notre parc. J'ai évoqué la question des mammouths. Sans mammouth, l'écosystème n'est pas si efficace, mais j'estime quand même qu'elle peut exister. Mais sans prédateur, notre écosystème ne peut pas être durable. Parce que les prédateurs forment le comportement des animaux et quand il n'y en a pas, les animaux vont faire du surpâturage. Et quand il y a des prédateurs, ils maintiennent les populations, les animaux sont présents sur tous les territoires du parc. Donc, ils ne restent pas figés sur une place en mangeant les meilleures herbes, mais ils se déplacent beaucoup plus, ils bougent plus et ils piétinent beaucoup plus de neige et donc le pergélisol sera plus froid en présence des prédateurs. Donc, on compte le faire quand j'aurai plus de 1000 têtes d'animaux. Je commencerai à faire venir des prédateurs, surtout des loups ou peut-être le tigre de Sibérie mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de nourriture. Aujourd'hui même, on peut essayer de faire venir le lion africain. Avant, il y avait un lion des caves. On en parlait beaucoup. Mais récemment, on a trouvé les restes de ces lions. Les généticiens ont décodé ces gènes et ils ont vu qu'ils coïncident à 100% avec le lion africain. Donc en fait, le lion africain vivait ici, il habitait ce territoire. Mais le problème, c'est qu'ils ont été chassés de partout, sauf ici. Donc s'il y a assez de nourriture, ils peuvent vivre même ici dans le nord. Donc les prédateurs, c'est quelque chose d'important pour nous, ça fait partie de nos projets. Et ça sera l'étape finale dans le projet de création d'écosystèmes productifs. Donc, pour que tout fonctionne, il faut introduire des prédateurs dans le parc. C'était une bonne question, merci. Une autre question. Comment les animaux s'adaptent-ils à la vie dans le parc? Bon, différemment, il y en a qui n'ont aucun problème. Par exemple, les bisons du Danemark, qui sont génétiquement très forts, pendant le premier hiver, déjà, la personne a profité de l'abri qu'on avait préparé. Pourtant, il faisait moins 53 à l'extérieur. Pour certains, l'adaptation est moins facile, il faut les nourrir plus. Ça dépend. Les bœufs musqués, par exemple, sont assez indépendants. Ils n'ont pas besoin de notre aide et il y en a d'autres qui sont plus dépendants. Здравствуйте. Каким образом можно возродить мамонты? Bonjour, comment peut-on faire ressusciter le mammouth?
Donc, le mammouth. Je pense qu'il y a 2 ou 3 méthodes qui sont utilisées aujourd'hui. Le premier est utilisé par les scientifiques japonais et coréens. Ils veulent trouver les cellules en parfait état, cellules de mammouth, et ensuite ils veulent séquencer le génome, et comme on fait avec les animaux domestiques, donc le cloner. Mais le problème, c'est que même dans le pergélisol, l'ADN du mammouth, en 10-20 000 ans, cet ADN se détruit. Et donc, pour l'instant, ils n'ont pas réussi à trouver des bonnes cellules, et donc ils sont assez sceptiques. Les chercheurs sont assez sceptiques aujourd'hui. Il y a une autre approche qui est promue aujourd'hui par le scientifique Church. Il dirige le laboratoire de génétique à l'université d'Harvard. L'équipe de ce chercheur travaille différemment. Ils n'essaient pas de cloner le mammouth en tant que tel. Ils prennent le génome de l'éléphant et ils veulent changer un peu ce génome pour qu'il devienne plus laineux, pour que les oreilles soient plus grands, pour qu'il supporte mieux le froid, et donc l'adapter au nord, aux conditions du nord. Et je pense que là, il y a un certain succès aujourd'hui, et je pense que si le financement est suffisant et le progrès scientifique est assez important dans les décennies à venir, ils y arriveront peut-être. Bonjour. Quel effet mesurez-vous déjà? Merci beaucoup, un russe qui est très bien. Donc, quelle est l'idée? Aujourd'hui, les écosystèmes modernes sont très peu productifs. Ce sont les mélèzes, les mousses, des arbustes pérennes. Donc, il y a très peu de nourriture pour les animaux. Donc, les animaux piétinent cette végétation qui pousse très lentement, et les herbes poussent de partout. Et donc, on voit aujourd'hui que là où il y avait de la végétation peu productive, aujourd'hui, il y a des herbes productives. Là où il y avait des arbustes morts, aujourd'hui, on peut voir pousser de jeunes arbustes qui représentent une bonne nourriture pour les animaux. Et il y a de plus en plus de carbone dans le sol, donc on constate que notre parc permet de fixer le carbone, et j'espère que dans le futur, ces processus pourront s'accélérer. Bonjour Monsieur Zimov. Remarquez-vous une différence entre le permafrost et l'écosystème du parc et en dehors? Ну, в каких-то локальных участках, да, но в Oui, целом... localement, oui, mais comme je l'ai déjà dit, afin que l'effet sur le permafrost soit vraiment important, il faut créer de vrais pâturages, il faut qu'il y ait des prédateurs qui puissent pâturer ces animaux pour qu'ils piétinent la terre. Mais s'il n'y a pas de pâturage, l'animal ne va pas soulever la neige et creuser la terre. S'il y a beaucoup d'herbe sous la neige, les animaux vont la piétiner. Donc, par endroit, nous avons mesuré qu'il y a la température est 2,5% plus basse, mais pour l'instant, nous n'avons pas vraiment atteint en effet à grande échelle, parce que l'écosystème ne fonctionne pas encore comme il faut. Bonjour Monsieur Zimov. Idéalement, combien faudrait-il d'animaux pour agir significativement sur le climat? $10 миллионов. 10 millions. Лучше 50. Ou 50, ça serait mieux. Et combien de temps peut-on recréer un écosystème riche sur un grand territoire? А 50-100 лет. Il faut de 50 à 100 ans.
si on parle par exemple, ou même plus rapidement, en 30 ans. Ça dépend des fonds disponibles. Si on parle par exemple de 3 millions de kilomètres carrés, cette superficie nous donnera 1 milliard de tonnes de fixation de carbone par an, environ 3 milliards de tonnes de CO2. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, Elon Musk parler de cette question. Il promet de donner beaucoup d'argent. Donc, il faut 50, 70 ans et des animaux qui se reproduisent. Mais il faut commencer par un grand territoire, de faire venir le plus d'animaux possible. Il faut les aider. Il faut recréer la population et il faut créer des pâturages. Et je pense que ainsi, on peut recréer un écosystème riche. Спасибо вам большое. К сожалению, у нас время заканчивается. Я должна отпустить учеников уже. Вот. И я, конечно, хотела вас поблагодарить. Огромное вам спасибо за такую интереснейшую встречу, презентацию, чтобы вы согласились рассказать о вашем таком масштабном и амбициозном проекте. Votre projet si important, d'envergure, si ambitieux. Merci beaucoup de votre attention. Bon courage et bonne journée à vous tous. Удачи, спасибо вам большое. До свидания. Merci beaucoup. До свидания. Друзья мои, а мы фотографию не сделаем общую? Давайте, кто из участников хочет, давайте попробуем вместе сфотографироваться перед тем, как мы расстанемся. De groupe, avant de nous dire au revoir. On regarde tout ensemble dans votre caméra. Oui, on vous invite d'être avec nous. Да, ну что ж, прекрасно. Хорошо, давайте. Делаем сканы, пожалуйста, да, на память. Вот такая будет у нас замечательное семейное фото. Огромное спасибо участникам. Спасибо большое à tous les participants. Merci à vous tous pour votre intérêt, pour toutes vos questions à notre invité. Il y a beaucoup de questions qui restent. Donc, j'espère que la prochaine rencontre aura lieu à Paris, à Bordeaux, avec Bordeaux, et qu'on trouvera une autre ville intéressante. Merci beaucoup. Soyez en pleine forme. Спасибо вам. Да.